Bon, merci. On va juste dire quelques mots en guise de conclusion. En fait, on me dit qu'il ne va pas s'agir peut-être d'une heure comme on avait prévu. On va faire des conclusions ou de mots de clôture plutôt. Et puis pour laisser de la place aussi à pouvoir connaître ces sites, pouvoir se promener un peu et puis discuter en direct des choses qu'on peut voir tout autour de nous, notamment à l'aide de notre collègue Philippe Leguen, coordinateur adjoint du site. Alors, je retiens, juste pour être bref, personnellement, évidemment, c'est très personnel ce que je veux dire, parce qu'on peut pas, si on devait se pencher sur tous les points importants qu'on a abordés, on n'en finirait jamais. Alors, forcément, ça doit être un choix très personnel. Alors, je me focalise sur trois choses. D'abord, l'idée qui a été récurrente dans nos discussions sur ces phénomènes particuliers de pierrerie, personnalité clé, centrale dans la définition de textes fondateurs de l'Union européenne et de la communauté et puis de l'Union européenne, et pas que, disons, tous les autres textes, toute la pensée qu'on trouve derrière, il aurait toujours été déçu, disons, dans sa quête de reconnaissance. Et j'ai retenu de ça la phrase qui nous a été lue, je pense, par Paul Gégère, par rapport à Jean Monnet, que lui-même il avait écrit. Il ne s'est jamais soucié de reconnaissance autant que d'action. Alors je pense que c'est que peut-être, malheureusement, a manqué à Pierre Ury. Je pense que la qualité qu'on reconnaît tous à Jean Monnet de savoir s'effacer sans problème derrière le sujet qu'il traitait, qui travaillait, paradoxalement, ça lui a amené la gloire, on peut dire, hein, sans la chercher. Et dans le cas de Pierre Ury, malgré lui, il n'a peut-être pas su, disons, prendre des distances dans cette reconnaissance ou pas, c'est faire abstraction de ça. Et comme aussi Pascal Lamy nous a dit hier, peut-être il n'a pas su comprendre que le pouvoir, c'est l'influence, mais avec les embêtements qui vont avec. Hein? Je pense que je réfléchissais hier soir. Il a utilisé un autre mot. Oui, c'était les emmerdements. Les emmerdements. Oui, les emmerdements, justement. Oui, d'accord. Oui. D'accord, oui, les emmerdements. C'était pas pour être politiquement correct, c'est plutôt ma maîtrise de la langue française. J'ai déjà toujours trouvé que même embêtement, pour moi, comme étranger, ça m'a l'air un peu fort. Disons, j'ai compris que non, embêtement, ça va. Mais quand même, je me rappelle toujours qu'embêtement, ça vient de bête aussi. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à... Pour moi, c'est presque au même niveau, disons. Mais bon, je comprends que c'est pas le cas. Bon, d'accord, emmerdement, oui. D'ailleurs, c'est un mot qui existe aussi dans ma langue maternelle, le catalan, on dit, hein, on utilise le même. Alors voilà. Les emmerdements. Je me disais le soir, je réfléchissais sur ça et en fait je dis bon, d'un point de vue de science politique pure, en fait le pouvoir et l'influence c'est la même chose. Disons, on peut définir beaucoup de fois, mais on comprend bien à travers nos discussions que voilà, quand on introduit la notion d'emmerdement, alors on voit bien que par rapport à la reconnaissance, à ce savoir reconnu par les autres comme étant à la base, il y a un élément qui échappe tout simplement à cette identification exacte entre pouvoir et influence. Je pense que Jean Monnet était tout à fait à l'aise avec l'influence, sans réclamer, disons, cette partie du pouvoir qui ça veut dire qu'on lui attribue la paternité sans faille de ce qu'il a fait. Et comme j'ai dit, paradoxalement, la gloire lui est revenue sans l'avoir cherché. Après, sur la question de père fondateur, que notamment Cornelia, dont nous a parlé, elle a essayé de décider avec nous, de partager ses réflexions sur est-ce que finalement Pierre Ury il serait un père fondateur ou pas. Moi je pense que honnêtement je pense que
finalement, la notion de père fondateur, c'est une convention. Alors, je sais pas, quelque chose qui existe dans la nature, on va dire. Alors, c'est quand plusieurs gens se mettent d'accord au niveau international que un père fondateur, ça réunit telle et telle caractéristique. Bon, alors, ça peut aussi changer à travers les temps. Mais je me disais, au-delà de tout ça, je me disais, finalement, peut-être, il y a quelque chose d'un peu... comment dire, qui un peu peut-être s'est gâché dans la notion même de père fondateur. Est-ce que finalement, on voit l'idée de père fondateur sur un prisme national aussi, c'est-à-dire de garder un équilibre entre les nations, par exemple. Et ça, non, je veux dire que par exemple, on dit, bon, il y a le père fondateur allemand, il y a le père fondateur italien. Alors, je me demande si on doit encore faire un peu de travail, et là, je parle plutôt de l'activisme plutôt que de la recherche, un peu de travail pour dire, bon, finalement, le père fondateur, c'est le père fondateur de l'Europe, pas des États, ou pas des nations, ou pas de peuples qui composent l'Europe. Alors, je pense que ça, c'est de ne pas complètement rentrer dans cette logique, c'est au détriment de personnes comme Pierre Horry, parce que bon, attendez, il y a déjà 2, 3 pères fondateurs français, bon, il n'y a pas de la place pour d'autres, c'est un peu ça aussi. Tandis que, évidemment, travailler pour l'Europe, se battre pour l'Europe, ça ne connaît pas de frontières. Je pense qu'on est encore un peu conditionné par ça. À la base, et ça, c'est un phénomène qui, évidemment, on voit se reproduire dans beaucoup de domaines. On travaille pour l'Europe supranationale, même l'Europe fédérale, tout ça, mais à la base, toujours, il y a des vices, on va dire, qu'on hérite encore de cette pensée nationale que... malgré nous, dans beaucoup de cas, elle est toujours présente et très, très puissante. Alors je me demande si ça empiète un peu cette reconnaissance de Pierre Horry. Et finalement, voilà, je voulais juste dire que, encore peut-être, cette idée de continuer à proposer des séminaires, à organiser des séminaires. La Maison Jean Monnet est tout à fait disponible, tout à fait ouverte pour cette mission, et j'espère qu'on pourra vous accueillir très bientôt et pour aborder d'autres sujets, et surtout pour connecter le sujet, comme on a dit, hein, pas les traiter dans son isolement, mais savoir bien en faire quelque chose qui aille bien au-delà du sujet du jour lui-même. Merci beaucoup. Merci Marty. Moi je retiens, donc c'est encore une fois, comme tu disais, assez personnel, je retiens 3 choses. La première chose, c'est une dimension dont on n'a pas tellement parlé. Enfin, on l'a beaucoup dit dans la biographie de Pierre Horry, mais après on l'a laissé de côté. C'est qu'avant toute chose, sa première formation, c'était une formation de philosophe. Et on l'a beaucoup traité sous l'angle de l'économie. Et il se trouve que, comme beaucoup en fait, des gens qui étaient des fondateurs, ils étaient marqués par une forme de philosophie qu'on appelait le personnalisme, et qui a joué un rôle très important et dans les années 30 et dans les débuts de la construction européenne. Et ce personnalisme, c'était l'idée de mettre la personne humaine au cœur du projet politique. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir que des figures comme Pierre Horry se sont dit, mais en fait, on va commencer par traiter le problème économique en sortant de la guerre, pour aller vers en fait une dimension plus globale. Et c'est vrai que ce projet européen, il a commencé donc par un point très précis pour se diriger vers des questions, des choses plus globales. Et aujourd'hui, l'Union européenne, qui est l'héritière des communautés, elle touche à de nombreux aspects de la vie de la personne. Et si les Européens ont beaucoup été au départ conçus comme des homo economicus, d'une certaine façon, comme des travailleurs qui allaient se déplacer en traversant les frontières, etc., je pense qu'à travers Pierre Horry, à travers une partie des fondateurs, on devrait se reposer la question de la personne, qui aujourd'hui est fondamentale. Et dans la même veine, on a parlé hier du mot de communauté. Et ce mot de communauté, c'est le mot d'origine. On l'a échangé finalement pour union. Mais dans la notion de communauté, il y a ça aussi. Il y a le fait que les autres Européens sont nos alter ego. Ils sont comme nous, ils sont membres de la même communauté que nous. Et donc toute cette dimension philosophique autour des fondateurs, je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qu'on pourrait explorer. La deuxième chose, c'est, là je suis d'accord avec toi Marty, la question du réseau. Hein, c'est-à-dire que en fait c'est intéressant et M. Bossuat, tout à l'heure, vous posiez la question de savoir, mais finalement, c'est un groupe de personnes. Et alors, qui a fait quoi dans ce groupe de personnes ? Et hier, pendant le colloque, on a vu que c'était parfois très difficile de savoir qui avait fait quoi. Et peut-être que, bien sûr, il y a un intérêt historien à ça.
Mais peut-être qu'on peut aussi se dire que c'est le fruit d'un groupe. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique aussi de ce groupe à travers les frontières. Et ça, on peut l'explorer. Et comme tu le disais, peut-être au-delà de la nationalité de chacun d'entre eux, bien sûr, elle joue un rôle. Mais on parle aussi de gens qui se sentaient à l'aise dans plusieurs langues, qui étaient capables de passer les frontières, etc. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Enfin, la dernière chose, et là tu m'as un peu volé mon troisième point, c'est pas grave, c'était de dire que bien sûr ici c'est la maison de Jean Monnet, mais c'est une maison pour tous les Européens, et Jean Monnet accueillait ici des gens finalement en se posant pas tellement d'abord la question de leur nationalité, mais la question de leur utilité. Et voilà, et donc avec mes collègues de la maison de Jean Monnet, avec le Parlement européen, ce qu'on voudrait c'est redonner à ce lieu sa dimension, d'être un lieu où en fait on ne se pose pas d'abord la question de la nationalité, mais d'abord la question de l'utilité, de réfléchir à des projets pour demain qui ne soient pas seulement pour les homo economicus, mais qui adressent tous les aspects de la personne des Européens qui sont embarqués avec nous dans cette grande aventure. Voilà. Merci beaucoup Philippe, et merci Marty pour vos mots conclusifs qui reviennent sur des aspects de ce colloque qu'on a toutes et tous retenus. Moi je me lancerai pas parce que ce serait trop long. J'ai beaucoup appris entre la journée d'hier et la matinée de ce matin, donc je me contenterai simplement d'un mot plus institutionnel, parce qu'on arrive à la clôture effectivement de ce moment qui a été très riche, qui illustre, ne serait-ce que par les lieux que nous avons choisis, aussi la personnalité complexe, multiforme de Pierre Ury. Et j'en discutais hier avec certains d'entre vous en disant qu'au fond, l'aspect qu'a pris ce colloque est peut-être la preuve qu'au fond, il faudra plusieurs colloques sur Pierre Ury pour traiter toute la complexité du personnage, comme il faudra plusieurs colloques sur d'autres personnalités importantes des cercles de Monet et autres. Je pense que l'un des aspects fondamentaux, c'est qu'on s'est replongé dans une époque, on s'est replongé dans différentes disciplines. Je pense qu'on a tous été assez éblouis notamment par la session des historiens de l'économie hier, qui ont montré en fait avec finesse et vraiment dans le détail la contribution et l'apport d'Ury dans ce domaine, qui est quelque chose qui peut-être était moins familier à celles et ceux qui étudient les affaires européennes, mais qui montre en fait à quel point cet aspect-là de sa formation, en plus de la philosophie, en plus de tout ce qu'il a fait, était fondamental. Donc c'est une chose qui me vient à l'esprit, mais il y en aurait d'autres à dire. Je veux remercier ici en premier lieu Alessandro Giacone, pour qui j'ai une pensée et qui aurait été bien plus habile et bien plus adapté et légitime que moi pour mener ces conclusions, mais qui malheureusement ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Également une pensée pour Noël Ury et pour son soutien dans l'élaboration de ce colloque qui a été de taille et chacun le sait. Une pensée aussi pour mes camarades du groupe d'études géopolitiques, Ramona Bloch et Gilles Gressani, qui ont beaucoup œuvré à la constitution de cela. Une pensée, même s'il est juste là, pour Paul Gégère, qui a lui aussi été quand même un peu à l'origine de ce cheminement. Évidemment, mes remerciements à vous, Philippe Marty, Philippe Le Guen, du Parlement européen, à Franck Debier également, qui était là hier, qui a été un soutien essentiel. Remerciements aussi aux archives, à la fois donc, les archives de Lausanne qui ne sont pas là, mais qui se sont mises à disposition vraiment. Et j'en parlerai dans un instant, qui peut-être nous reviendront vers elles plus tard. Et les archives évidemment de Florence, qui ont été bien représentées hier dans la session présidée par Guya Migani, qui a été très utile là encore pour comprendre un autre aspect qui, je trouve, faisait l'originalité de ce colloque et fait l'originalité de Pierre Ury. Ce sont les sources orales et ces cassettes, c'est je crois 600 pages de transcription qu'on doit à Antoine Chattard sous la supervision d'Alessandro Giacone et de Noël Ury. Donc là encore, à l'occasion de ce colloque, au fond, un apport considérable, mais vraiment considérable pour la suite. Oui, aussi, je l'oubliais, mais le groupe d'études géopolitiques, comme vous le savez, édite une revue qui s'appelle Le Grand Continent, qui est née à l'École normale supérieure aussi, qui a publié juste hier le texte de Berthoin. Il nous a semblé assez naturel dans le cadre de ce colloque de faire un mini partenariat avec la revue Esprit, dans laquelle Ury a beaucoup écrit. Et en réalité, la revue Esprit a publié
un peu plus tôt, il y a quelques semaines, un dossier que vous pouvez retrouver sur le site d'Esprit. Ça a été rappelé hier par Frédéric Worms, mais je voulais le signaler aussi parce que voilà, ça fait aussi partie c'est une brique supplémentaire, disons, dans le travail qui est fait, qui est à la fois historique et aussi un peu mémoriel autour de la figure de Pierre Ury. Et je voudrais, pour finir, simplement évoquer un petit peu la suite. Ce colloque, nous avons la chance, et je les remercie aussi d'ailleurs, l'équipe de Myriam Toumi, d'être filmé et retransmis en Zoom. Nous avons eu de bons retours sur le Zoom qui a bien fonctionné. Donc, vous pourrez toutes et tous disposer effectivement du lien à cette vidéo qui sera disponible sur notre site. Donc, nous renverrons une fois qu'il sera téléchargé et consultable à toutes les personnes qui se sont inscrites ce lien pour pouvoir revoir la vidéo. Une transcription est également en cours qui mélangera à la fois les communications écrites des intervenantes et des intervenants et les échanges qui ont été très riches ce matin et aussi et particulièrement, j'ai trouvé exceptionnellement riche et dynamique hier à Ulm, compte tenu aussi de la qualité des personnes qui faisaient partie du public. Donc nous aurons ces transcriptions et nous envisageons aussi la publication des actes de ce colloque et la publication également des transcriptions. Alessandro hier dans ses conclusions, qui étaient d'ailleurs extrêmement complètes sur la journée d'Ulm, a mentionné un intérêt du chef, donc, dont on a déjà parlé, qui est l'institution, le comité qui dispose des cassettes donc pour la publication de ces transcriptions. C'est une des voies possibles. Et voilà, ce colloque est le début d'un chantier que nous avons voulu lancer avec tout ce qui peut avoir donc de multiformes, de protéiformes, parfois d'inattendus, parfois d'inespérés aussi. Je pense que c'était un projet ambitieux, mais qui arrive au niveau des ambitions. C'est un pari qui est réussi, qui parfois dépasse même certaines de nos ambitions. Donc voilà, je voulais vous remercier encore une fois, toutes et tous, tous les intervenants, tous les participants, pour cet événement qui, je pense, est un succès. Merci beaucoup.